Mon nom est Juliette, Juliette Drouet, et l'histoire qui va vous être racontée est celle de ma vie. Les manuels d'histoire se contenteront de vous révéler que j'ai été la maîtresse du plus grand homme de lettres de son temps, Victor Hugo. Mais vous allez l'apprendre. Notre relation, beaucoup plus qu'une simple liaison, aura été avant tout un véritable roman, avec son lot de joie, de tristesse, de trahison, de sexe et de sentiments. Mais par-dessus tout, elle aura été une immense histoire d'amour. Pendant un demi-siècle, Victor et moi allons traverser guerres et révolutions. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui mettra fin à la Seconde République, à laquelle succéderont le Second Empire, puis le retour de la République. La situation des femmes du peuple n'est guère enviable. Elles peuvent monter sur des barricades, se faire tuer, mais elles n'ont pas le droit de vote. Elles ne sont que les compagnes des hommes, au mieux leurs épouses. Juliette Drouet, c'est d'abord une enfant pauvre, une orpheline. Et à partir de là, il va falloir qu'elle se débrouille dans la vie. Elle va commencer comme femme de ménage. Elle va continuer comme actrice en vivant grâce à des amants. La vie de Juliette, c'est d'aller de jouer des petits rôles au théâtre à Bruxelles, puis à Paris. Il faut dire que Paris de l'époque, il y a énormément de théâtres. Les théâtres sont pleins tous les soirs. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision. Et c'est de passer d'un amant à l'autre. Il n'y avait pas le choix pour une femme d'origine modeste qui n'avait pas de fortune. Les femmes ne travaillaient pas ou très peu. Et si elle ne devenait pas une grande actrice, ce qui était le cas, elle n'avait pas un talent fou. Elle était ravissante, sensuelle, elle attirait les hommes, charmante. Donc, elle était obligée d'avoir des protecteurs, et des protecteurs successifs. Lui, à ce moment-là de sa vie, est un auteur célèbre, mais il n'est pas encore très riche. En tout cas, il est moins riche qu'elle n'est belle. Il n'est pas encore très puissant. En tout cas, il n'est pas plus puissant qu'elle commence à être un peu célèbre elle-même. Donc, ils sont d'une certaine manière un petit peu à égalité. Donc, de sa part, c'est un vrai choix. Elle aurait pu sortir avec des hommes beaucoup plus riches. Et d'ailleurs, juste avant, elle était avec un prince italien, ambassadeur de Toscane. Elle avait les moyens, finalement, de prendre un bourgeois bien plus puissant ou bien plus argenté que lui. Pour comprendre qui je suis, il vous faut savoir que Victor est pour ses contemporains à la fois un poète célébrissime et un romancier à succès, mais aussi un citoyen courageux, qui a décidé de ne jamais se taire devant l'injustice. Il est non seulement ce que vous appelleriez aujourd'hui une star, mais encore un immense héros populaire. Ça a été un homme qui a beaucoup prêché pour plus de justice, pour une forme de sécurité sociale qui n'existait pas, qui est allé en mission parlementaire visiter dans le Nord des caves où vivaient des femmes en haillons avec des enfants qui mouraient, qui revenaient et qui disaient à l'Assemblée nationale « Messieurs, voilà ce que j'ai vu ». Il s'est fait aimer comme le tribun du peuple. Et quand un peuple reconnaît quelqu'un qui l'aime vraiment, ça prend une ampleur considérable. Il faut mesurer ça à la scène de son enterrement, de ses obsèques, où il y a à peu près 1 million de Français qui sont venus. C'est en 1833, sous le règne de Louis-Philippe, que Victor fête ses 31 ans. Nous ne nous connaissons pas encore, mais il est définitivement l'artiste le plus important de son époque. Ses poèmes, les orientales, ses pièces de théâtre, Hernani, Le Roi s'amuse, Marion Delorme, Cromwell. Son essai Le dernier jour d'un condamné, où il plaide pour l'abolition de la peine capitale, ont fait de lui un auteur de premier plan au style révolutionnaire. Dans le même temps, sa femme Adèle, dont il a eu 5 enfants, le trompe avec son meilleur ami, l'écrivain Charles-Augustin Sainte-Beuve. Pour oublier ses malheurs conjugaux, Victor se noie dans le travail. Sa pièce, Le Roi s'amuse, jugée immorale, est interdite. En réalité, c'est son insolence envers le pouvoir que la police sanctionne. Alors Victor écrit une autre pièce en 11 jours, Lucrèce Borgia, qui sera jouée à la Porte Saint-Martin. Le 2 janvier 1833, le grand homme se rend au théâtre pour donner lecture de son texte devant le directeur et tous les acteurs. Et le destin lui ménage une rencontre qui va changer sa vie, la mienne. Et alors, au théâtre de la Porte Saint-Martin, on fait une première lecture de la pièce. Il est dans un cercle, il lit la pièce, et Juliette est parmi les acteurs et actrices convoqués à l'écouter. Et lui, même s'il a beaucoup écrit,
n'a pas encore eu d'énormes succès. Donc c'est un personnage assez timide et elle est tout de suite éblouie par lui, mais très déçue parce que dans la pièce Lucrèce Borgia, on ne lui accorde qu'un tout petit rôle où elle a pratiquement 2 ou 3 répliques. Et alors elle est tentée de refuser le rôle et puis quand même elle est tellement fascinée par Victor Hugo, elle lui envoie un petit mot: est-ce que je pourrais vous parler demain à 10h du soir? C'est un peu étrange, 10h du soir, mais il se précipite, il monte dans sa chambre, elle a une chambre sous les combles. Le 16 février, Victor me rejoint chez moi. Notre amour tout neuf illumine soudain cette pauvre chambre mansardée. Et dès le premier baiser, l'un des plus grands écrivains de langue française devient aussitôt mon Toto, tandis que je suis pour l'éternité sa Juju. C'est un coup de foudre, oui, c'est un coup de foudre et elle a fait le premier pas. Elle a fait le premier pas. Il n'est pas encore à ce moment-là le grand séducteur et le conquérant qu'on va connaître dans les années suivantes. On peut peut-être dire qu'elle a éveillé son désir. Pour lui, ça a été véritablement révélateur, parce qu'il avait perdu un peu confiance en lui. Sa femme, peu de temps avant, avait décidé de ne plus avoir de relations sexuelles avec lui. Donc il était assez meurtri. Et elle, qui était très belle et aussi très expérimentée, lui a redonné confiance. Et il se souviendra toute sa vie de cette première nuit d'amour qui l'a marqué. C'est-à-dire que chaque année, il fêtera l'anniversaire de cette nuit du 16 au 17 février 1833. Cette nuit où il a repris vie, repris confiance en lui en tant qu'homme. Au début, c'est une relation charnelle, très passionnelle. Et on le voit bien dans les premières lettres que Juliette Drouet écrit à Victor Hugo, donc en 1833-1834. Là, elle exprime son désir, un désir qui est très fort. La toute première lettre qui soit conservée, d'ailleurs, est une lettre où elle lui donne rendez-vous pour ce soir et où elle lui dit « Ce soir, je me donnerai à toi, tout entière. » Il y a ensuite beaucoup de lettres par lesquelles on comprend que l'attrait physique de Hugo pour Juliette était très fort, mais réciproquement, Juliette, elle aussi, ça c'est tout à fait remarquable pour une femme de son temps, exprime son désir. J'ai faim, mais bien faim d'une bonne petite chose dont je suis très friande et que vous me servez trop peu souvent. Un autre exemple, c'est dans cette lettre où elle lui dit « Maintenant, je vous baise in naturalibus, de la tête aux pieds. » Donc, in naturalibus, ça veut dire donc sur les endroits naturels, au milieu, entre la tête et les pieds. Mais vous voyez, elle emploie le latin, c'est-à-dire une forme savante pour parler d'une réalité triviale. Et ce désir physique ne s'éteindra pas au fil des 50 ans de leur histoire. Ce qui est atypique, c'est qu'elle continuera de le désirer physiquement toute sa vie. C'est-à-dire que bien sûr, elle admire l'homme, son intelligence, son talent, sa grandeur, mais elle continuera à le désirer physiquement et dans ses lettres d'ailleurs. Elle réclamera sa présence et lui continuera de l'honorer. Mais c'est vrai qu'il honorera aussi beaucoup d'autres femmes. Aujourd'hui, on dirait de lui qu'il est sex-addict. Je sais que Flaubert, en parlant de son roman, a déclaré « Madame Bovary, c'est moi ». Eh bien, je peux prétendre dire à propos des Misérables que Cosette, Fantine et Gavroche sont un peu moi aussi. Il est très probable que Juliette a inspiré dans Les Misérables les personnages de Cosette, pauvre petite fille abandonnée, puisque elle-même n'a pas été vraiment abandonnée, mais elle a été orpheline, donc elle a manqué de l'amour de ses parents. Et ça, évidemment, pour Cosette, c'est la même chose. Il lui manque l'amour de sa mère, et il lui manque évidemment l'amour de son père qu'elle ne connaît pas. Juliette a probablement beaucoup inspiré aussi le personnage de Fantine, donc la mère de Cosette. Fantine qui est obligée de se prostituer. Or, Juliette, entre 15 et 19 ans, 15 ans c'est l'âge où elle sort du couvent, 19 ans c'est l'âge où on la retrouve actrice. Donc pendant ces 4 années, entre 15 et 19 ans, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais quand elle en parle dans ses lettres, elle dit que c'était le ruisseau. Et elle dit que finalement, Hugo l'a sortie du ruisseau. Donc on peut supposer qu'elle a connu les mêmes très dures réalités que Fantine. Elle a déjà une petite fille qu'elle a mise en nourrice. Là, on songe au Thénardier des Misérables. Et puis, elle est très sensible
à la condition sociale des femmes exploitées. Et il est très possible que Hugo ait été inspiré par l'exemple qu'elle donne et par la sensibilité qu'elle a à un certain nombre de causes. Mon Toto et moi, nous nous aimons passionnément. Et cette époque est favorable aux histoires d'amour adultère. Nous nous promenons en calèche en amoureux et déjeunons sur l'herbe en tête-à-tête. Et puis nous ne cessons de correspondre. En 50 ans, nous échangerons près de 22 000 lettres. Ne faites pas le calcul, cela fait près de 440 lettres par an, soit plus d'une par jour. L'amour fou, c'est affaire de psychiatre. Est-ce qu'il y a eu de l'amour fou entre eux? Non, c'était pas de l'amour fou au sens où ils n'ont jamais été en danger. Mais c'était davantage un amour suprême. Elle l'a aimé comme on aime un dieu. Emporté par le tourbillon de ses succès littéraires, politiques et forcément féminins, mon Victor se fait rare, et moi je m'ennuie. Si au moins j'avais pu continuer à fouler les planches de théâtre parisien. Mais c'était sans compter l'acharnement de mon ennemie la plus farouche. Alors c'est vrai qu'Adèle détestait Juliette, on peut le dire. Soi-disant, elle la méprisait. En fait, surtout, elle l'enviait. Elle enviait quoi? Elle enviait la complicité intellectuelle. Elle enviait aussi la beauté, parce qu'elle est restée belle longtemps, Juliette, ce qui n'était pas le cas d'Adèle. Pendant que Hugo écrit Ruy Blas, il lui fait lire les premiers actes, et elle a plein espoir de jouer ce rôle, et Hugo lui laisse entendre qu'elle jouera ce rôle. Le nouveau théâtre de la Renaissance va ouvrir, et le directeur, Anténor Joly, s'apprête à faire la distribution. Et Anténor Joly hésite quand il reçoit une lettre de Madame Hugo qui lui demande de ne pas donner le rôle de la reine à Juliette Drouet. Est-ce qu'Adèle a essayé de se venger de Juliette? Oui, certainement. Elle a tout fait pour qu'elle ne puisse pas, effectivement, faire une grande carrière sur le plan théâtral. Et de fait, elle ne rejouera plus jamais, plus jamais. Ma seule vraie joie, ce sont ces voyages que nous effectuons ensemble, Victor et moi, chaque été en diligence. Enfin, je sors de ma prison d'amour et je vis au grand jour avec l'homme que j'aime. Et puis il m'arrive aussi à moi d'écrire, de décrire tout ce que je vois et entends. Les carnets de voyage de Victor Hugo sont écrits par lui. Il arrive rarement que Juliette prenne le relais de ces carnets. Elle l'a fait pour le voyage de 1843, qui est resté très célèbre, parce que c'est pendant ce voyage que Léopoldine Hugo est morte, la fille de Hugo. Hugo et Juliette étaient allés en Espagne, en passant par le centre de la France. Et lors de ce voyage, Hugo prend des notes. Ils font une halte à Rochefort. Et c'est là, en ouvrant le journal, que Hugo découvre la mort de sa fille. Quelques jours plus tôt, à Villequier, noyé dans le naufrage de son bateau qui avait chaviré. Léopoldine, entre-temps, a été enterrée. Hugo, évidemment, qui n'était pas au courant, n'avait pas pu remonter, était donc absent même aux obsèques de sa fille. La mort de Léopoldine a fragilisé leur couple. Pourquoi? Car le jour de sa mort, Victor Hugo était en villégiature avec Juliette. Or, sa fille, Léopoldine, lui avait demandé de rester. Il avait prétendu des obligations professionnelles. Donc, il s'est senti très coupable. Mais après, il a investi Claire, la fille de Juliette, qui avait le même âge, et il s'est occupé d'elle. Il a transféré un peu d'affection sur elle, et il s'est occupé d'elle comme un beau-père. 3 ans après la mort de Léopoldine, c'est à mon tour de connaître le malheur. En juin 1846, ma fille, ma petite Claire, tuberculeuse, meurt en crachant le sang. Mon Victor, qui a été pour elle un véritable père et a tenu à écrire son épitaphe, me tient la main jusqu'au cimetière de Saint-Mandé. Victor et Juliette ont eu un drame commun. Ils ont perdu, tous les deux, à 3 ans de distance, une fille de 20 ans. Et quand Claire est morte à son tour, en 1846, de tuberculose, à 20 ans également, Victor y a vu une espèce de signe, un destin commun. Et il a imaginé Claire et Léopoldine unies dans la mort comme 2 anges protecteurs de leur couple. Il était un peu mystique. Je devine que pour soigner sa tristesse, mon Toto s'épanouit dans les bras d'autres maîtresses. Ainsi, le 5 juillet 1845, à l'aube, on frappe à la porte d'un meublé du passage Saint-Roch. C'est la police du roi, conduite par un mari cocu, fou de jalousie, François Billard, peintre officiel de la cour.
un constat d'adultère est dressé. Léonie, sa femme, une beauté de 25 ans, est conduite en prison. Je ne connaîtrai cette histoire que beaucoup plus tard. Et effectivement, il est pris en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire le mari le mari de la jeune femme, puisqu'elle était mariée, arrive avec des gendarmes, et la jeune femme est emmenée en prison. Alors que Léonie était emprisonnée, enfin dans un couvent, et lui avait son immunité de pair de France, et était très protégé par la loi. Donc on lui a reproché ce privilège. Il a dit: c'est pas moi qui ai fait ces lois qui privilégient l'homme par rapport à la femme. Bon, il n'a pas été très fier quand même. Louis-Philippe lui a conseillé de se cacher un peu pendant quelques mois. Et d'ailleurs, il est allé se cacher pour écrire chez Juliette. Voilà. C'est un comportement d'époque, certainement. Et un homme brillant avait forcément des maîtresses. Lui, en plus, avait une puissance physique, une résistance extraordinaire. Je sais que Léonie, la seule rivale qui vaille que je m'inquiète, exige de Victor qu'il m'abandonne. Le 28 juin 1851, un messager me remet un paquet de lettres noué d'un ruban rose. J'ouvre et je reconnais l'écriture de Victor. Je voudrais être là et baiser ta bouche adorée et te prendre dans mes bras, ta tête charmante sur ma poitrine, ma Léonie. C'est Adèle, encore elle, qui m'a fait parvenir ces lettres pour m'achever. Folle de douleur, je m'enfuis secouée de sanglots vers la Seine. Je veux me donner la mort. On pourrait se demander si la relation entre Victor et Juliette n'est pas bâtie sur le mensonge. Tant Victor a été adultérin, on ne compte pas le nombre de ses maîtresses et il faisait tout effectivement pour les cacher à Juliette. On ne peut pas dire que leur union était bâtie sur le mensonge véritablement, parce que pour tout le reste, il y avait de la sincérité. Il y avait vraiment de la sincérité dans les sentiments, il lui faisait vraiment confiance, il lui montrait tous ses écrits. Et à la fin, finalement, ce qu'elle demandait, c'était qu'il ne tombe pas amoureux. C'est-à-dire qu'il aille voir ailleurs physiquement, mais qu'il ne tombe pas amoureux et qu'elle soit la seule qu'il aime véritablement. 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, élu par la volonté du peuple, prononce la dissolution du Parlement et envoie la police arrêter les opposants et l'armée tirer sur les manifestants. Mon Victor fait partie des conjurés. Je dois tout faire pour le sauver. Le coup d'État, quand Louis-Napoléon a voulu être réélu, la Constitution lui interdisait plus de 2 mandats. Et là, il a fait un véritable coup d'État et il devient un opposant farouche à celui qu'il appelle Napoléon le Petit. Victor Hugo fait partie des 7 ou 8 députés qui vont se révolter et essayer de soulever le peuple contre ce coup d'État. Autrement dit, c'est un insurgé. Donc il est vraiment l'homme à abattre, sa vie est réellement en danger. Il est recherché par la police. Et là, Juliette intervient beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a organisé sa fuite avec talent, avec énergie, avec détermination, et il lui a permis finalement de rejoindre la Belgique alors que sa tête, sans être mise à prix, était tout à fait menacée. Encore plus important pour Victor Hugo, elle sauve la malle aux manuscrits, c'est-à-dire tous ces manuscrits. Ça va être important parce que en quelque sorte, ça a commencé à légitimer Juliette dans la famille Hugo. Et ça, vraiment, Victor lui en est reconnaissant, et d'un seul coup, il s'est mis à la voir autrement. Il a découvert sa force, sa puissance. L'exil. Île de Guernesey. Une nouvelle vie commence pour Victor à Hauteville House. Loin de Paris, mais si près des côtes de France. Le 31 décembre, Victor, après que nous nous soyons réfugiés à Bruxelles, puis à Jersey, m'écrit: je suis proscrit, banni, exilé, pauvre, errant, frappé dans ma vie matérielle et publique, frappé au cœur. Et pourtant, quand je me tourne vers toi, je vois le bon Dieu qui sourit. C'est une vie de couple, pour ce qui concerne Juliette, empreinte d'une grande tristesse, parce que c'est elle qui le sauve. Elle organise son départ pour Bruxelles. Elle le rejoint à Bruxelles. Elle pense qu'elle va être seule avec lui, mais pas du tout. Sa femme Adèle arrive et Hugo s'installe avec sa femme Adèle. Et elle est dans une petite chambre de bonne. Bon. Ensuite, il part pour Jersey, puis Guernesey. Et chaque fois, elle espère, mais chaque fois, elle est reléguée à Guernesey. Elle y trouve une belle maison où il s'installe avec femme et enfants. Et elle est dans une petite maison en dessous. Et elle travaillait pour lui, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment entretenue. Elle faisait un véritable travail de copiste. Et sa chance, c'était que
la femme de Victor Hugo, s'ennuyant, et on peut la comprendre sur ces îles à moitié désertes, partait tous les ans plusieurs mois sur le continent. Et du coup, Juliette profitait de son toto. Elle recevait les amis de Victor Hugo comme si elle était l'épouse officielle. À Hauteville House, qu'il a conçu, non pas comme une simple maison, mais comme une œuvre d'art, mon Victor reprend son ouvrage. L'exil a ceci de bon qu'il évite à celui qui le vit de se disperser en moments inutiles. Et de fait, la puissance de travail de mon grand homme s'en trouve décuplée. Ainsi, pendant les 18 ans de notre exil, où nous vieillirons loin de Paris, il y écrira ses plus grands chefs-d'œuvre. Et ma plus grande fierté aura été de pouvoir y participer. Juliette copiait les manuscrits de Victor Hugo pour une nécessité qui était de sauvegarder, d'avoir un double. Aujourd'hui, nous aurions une sauvegarde sur une clé USB ou sur le cloud. Elle aimait ça d'ailleurs, elle réclamait toujours plus de travail. Et ainsi, quand Hugo, par exemple, envoyait son manuscrit des Misérables à son éditeur en Belgique, Juliette prenait soin d'abord de le recopier pour le sauvegarder. Et elle prétend être la seule à savoir copier comme il faut ses œuvres. On comprend bien pourquoi, ça lui donne une utilité. Copier l'œuvre de Victor Hugo, c'est pour Juliette aussi le privilège d'être sa première lectrice. Et ça, ce privilège, elle en est consciente. Bien souvent dans ses lettres, elle commente ce qu'elle vient de lire et elle prévoit la manière dont les lecteurs, les futurs lecteurs, vont appréhender l'œuvre. Elle était avec lui finalement à peu près la moitié de l'année. Et le reste du temps, c'est vrai qu'elle se morfondait. Alors elle se consolait parce que son habitation était juste à côté de celle du grand homme. Et sa joie, c'est de regarder le matin l'apparition de son grand amour, comme elle dit, en costume d'Adam. Donc il apparaît nu derrière sa verrière et elle en est très heureuse. Mais il ne vient pas tellement la voir. Elle avait en tout cas la capacité à supporter l'insupportable et à jouir de tout. Et c'était sans doute les années les plus belles qu'elle a pu avoir auprès de Victor. Le 27 août 1868, Adèle, ma rivale, celle dont l'existence a toujours été un frein à mon bonheur, meurt d'une attaque. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je prie pour elle. Septembre 1870, l'ennemi intime de Victor, l'empereur Napoléon III, a été mis en fuite par l'armée prussienne à la bataille de Sedan, et la Troisième République a été instaurée. Enfin libres, nous rentrons en France et mon Victor est sacré grand républicain sous les acclamations du peuple de Paris. Ils louent un grand appartement, 2 étages, ils reçoivent le tout Paris, des politiques, des académiciens, des poètes, des artistes. Mais là, il y a la fille de Victor Hugo et ses petits-enfants qui prétend être en maîtresse de maison. Donc Juliette est reléguée à l'étage inférieur. C'est une sorte d'habitude qu'ils ont prise. Pour autant, c'est vrai qu'elle a représenté pour lui toutes les femmes. Elle a été sa mère, elle a été son initiatrice, son associée, sa sauveuse. Elle a rempli des fonctions qu'à l'époque, les femmes n'occupaient pas forcément. Elle fait quand même partie de la famille, mais pas tout à fait... Pas tout à fait au premier rang. Elle est vraiment très amoureuse de lui. Elle espère toujours l'avoir un peu à elle, et puis ça ne se fait jamais. Je crois qu'elle n'en prendra jamais tout à fait son parti. Et il faut dire que la fin de sa vie est très obscurcie par le fait qu'elle-même est très malade. On ne sait pas si c'est un cancer ou une tuberculose. C'est une fin... à la fois heureuse d'être rentrée à Paris, d'être auprès de son grand homme, et triste parce que tout ce qu'elle a espéré n'a pas eu lieu. Mais il y a presque une sorte de résignation sociale. Elle se dit que peut-être elle ne pouvait pas espérer mieux. En quittant cette vie qui m'aura fait le plus beau des cadeaux, une histoire d'amour avec un homme exceptionnel que j'ai aimé avec passion, je me demande quelle aurait été ma vie dans un monde où les femmes auraient eu le droit de s'épanouir, de posséder leur propre destin, de jouir du fruit de leur travail. Et elle aurait certainement pu être journaliste ou écrivain, ou les deux. Elle avait ce talent. Mais à l'époque, c'était inimaginable. J'espère qu'il ne peut plus y avoir de destin comme celui de Juliette Drouet aujourd'hui, parce que l'amour est quand même beaucoup plus libre. Si on cherche une personnalité contemporaine qui ait été la maîtresse d'un grand homme, dans l'ombre,
qui ait voulu préserver sa dignité et avec qui une correspondance extraordinaire a été échangée pendant des dizaines d'années, la proximité m'apparaît avec Anne Pinjot et François Mitterrand. Donc on peut penser que le démon de l'écriture l'aurait poussée à écrire, aurait-elle eu du succès, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle aurait été éditrice. Moi, Juliette Drouet, j'ai été éperdument amoureuse du plus grand poète vivant de son temps. Et notre histoire aura duré près de 50 ans. 50 ans de bonheur, parfois noircis de longues périodes de malheur, mais 50 ans de jouissance intellectuelle et physique, 50 ans au cours desquels j'aurais été pour le grand homme non seulement une confidente, une amie, une amante, mais j'en ai l'espoir aussi, une inspiratrice, une muse, une égérie, son égérie.